Le sujet, qu'est-ce qu'une branche? Parce qu'effectivement, souvent, c'est un terme qu'on emploie pas nécessairement dans le bon sens. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une réglementation qui est très ancienne. Il faut revenir à 1919 pour avoir le premier principe de la branche, et qui fait échec à l'effet relatif des contrats, c'est de dire que la convention collective prime sur le contrat de travail, et c'est le premier élément, la première pierre à l'édifice de ce qu'on va appeler par la suite l'articulation des normes, c'est-à-dire il y a différentes normes en droit français et en particulier dans le Code du travail, le contrat de travail qui est la norme négociée, la convention collective donc qui va primer, et éventuellement d'autres normes négociées à différents niveaux. En 1950, on va avoir effectivement, et en 1951, deux lois qui interviennent, où on peut observer tout de suite qu'il y a, je dirais, une intervention importante du ministère, notamment dans le cadre de l'extension, puisque l'extension est un phénomène qui permet à la convention collective de prendre plein effet, permettant effectivement à ce que toutes les entreprises, même si elles ne sont pas affiliées ou adhérentes à l'organisation signataire patronale, ça permet effectivement d'appliquer de façon homogène une convention collective. Et c'est bien ça l'origine de la convention collective, c'est d'avoir des statuts collectifs homogénéisés au niveau d'une profession. Donc voilà quelles sont les grandes lois, donc très anciennes, sur la convention collective. Suivent 20 ans qui vont voir se développer véritablement, se multiplier la création effectivement de conventions collectives, donc plus de 400, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Donc voilà pour l'histoire. Et aujourd'hui, on en arrive, donc aujourd'hui effectivement, comme on vous l'a annoncé, il y a à peu près 700 branches. Le ministère annonce qu'effectivement les partenaires sociaux doivent se réunir pour restructurer les branches. Alors dans le terme restructuration, je vais l'évoquer rapidement, ça signifie tout simplement que c'est je dirais, un rapprochement, une restructuration subie, subie et à la main du ministère qui a décliné par le décret récent d'octobre des outils qui vont imposer à ce que les branches professionnelles se rassemblent, se regroupent, se restructurent sur des périmètres nouveaux. Alors tout le paradoxe de cette notion de branche, c'est qu'elle est citée, j'ai fait l'exercice pour vous ce matin d'aller chercher combien de fois a été cité le mot branche dans le Code du travail, 489 fois, sachant que c'est une notion qui n'est pas définie dans le Code du travail. D'accord ? On définit tout ce qui est dans l'environnement de la notion de branche, d'accord ? Quelles sont les parties des branches, quelles sont les obligations des branches, voilà. Mais on ne définit pas le concept de branche dans le Code du travail véritablement. D'ailleurs, Jean-Denis Combrexel, qui s'est exprimé l'année dernière suite à son rapport, disait régulièrement qu'effectivement, ça allait être très compliqué de définir cette notion, parce que dès qu'on commençait à la définir, on allait exclure certains acteurs qui avaient négocié des conventions collectives. Et donc, finalement, le choix a été fait, après moult tergiversations, de ne pas définir dans le Code du travail cette notion qui n'est toujours pas définie. Alors, on a eu 3 rapports successifs sur la question. Je n'ai cité qu'un, parce qu'on a eu le rapport Combrexel, on a eu le rapport Quinqueton, qui est vraiment consacré à ce sujet de restructuration, en 2015. Et il nous dit qu'effectivement, une branche, finalement, c'est un champ conventionnel. C'est un champ conventionnel. Donc quand on parle de branche, finalement, on l'entend de façon très classique par la résultante des obligations de la branche, la résultante de la négociation, qui est la convention collective ou l'accord négocié. Pour faire simple, quand on parle de 700 branches, ça veut dire qu'il y a 700 identifiants de conventions collectives en France. Alors certains sont actifs, d'autres ne le sont pas. Quand on dit un identifiant actif, ça veut dire qu'il crée des accords, tout simplement. D'accord ? Il négocie sur les thèmes qui lui sont imposés par le Code du travail. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, une fois qu'on dit qu'une branche, c'est notamment la résultante de cette négociation qui est un IDCC, il faut savoir que chaque branche, au fil du temps, a déterminé son périmètre.
Les partenaires sociaux qui négocient à ce niveau déterminent le périmètre géographique, donc ça reste simple, et le périmètre professionnel qui est généralement en lien seulement et pour indication avec des codes APE ou des codes NAF. Voilà, sur ces éléments-là. Donc la notion de branche n'est pas définie, mais tout son périmètre est défini. Les parties de la branche, les missions, on va le voir, les obligations de la négociation qui sont effectivement pratiquement le premier élément de la réglementation, l'articulation des normes dont on a beaucoup parlé avec cette loi nouvelle du 8 août 2016 et les instances obligatoires qui sont des éléments très très nouveaux au regard de cette loi nouvelle et on va rapidement les brosser. Alors je ne vais pas suivre l'ordre classique, je pourrais vous parler des parties d'abord, et puis je vais commencer par ce qui caractérise le plus la branche, hein, depuis l'origine, l'obligation de négociation. Donc on a des obligations de négociation périodiques. La première qu'on connaît tous, c'est la fameuse négociation annuelle sur les salaires, on parle aussi de minima, qui vont permettre effectivement de donner une homogénéité des rémunérations minimales à l'ensemble d'une profession. Ensuite, on a également les négociations triennales et quinquennales, je vais aller vite, je ne vais que sur les plus connus. Conditions de travail et gestion de compétences, on va l'évoquer, travailleurs handicapés, bien évidemment, et formation professionnelle et apprentissage, que je vais pouvoir développer. Enfin, la négociation quinquennale, mais là, je ne vous parle que des négociations obligatoire de par le Code du travail, hein, il faut bien l'entendre, puisqu'effectivement les branches peuvent éventuellement s'emparer d'autres sujets de négociation qui ne seraient pas prévus par le Code du travail si la profession le souhaite. Donc au niveau du quinquennal, les classifications, l'écart de rémunération entre hommes et femmes et l'épargne salariale qui est un nouveau thème qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Si on veut un petit peu zoomer sur le sujet branche et formation, employabilité qui nous intéresse aujourd'hui, en ce qui concerne la négociation triennale sur les conditions de travail et la gestion des compétences, ce que souligne le Code du travail que j'ai extrait là sur ce slide, c'est que c'est une négociation prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'elle doit prendre en compte également la pénibilité et éventuellement la branche peut traiter le contrat de génération. Ce qui est intéressant également de souligner véritablement, c'est que cette négociation de branche, elle peut se faire à l'échelle du territoire. Et ça, souvent, on ne prend pas suffisamment en compte cette notion. Certaines branches, d'ailleurs, le déclinent au niveau des territoires. Et la question du territoire et de la formation est une question qui a une acuité importante. Et que cette négociation s'appuie sur l'Observatoire prospectif des métiers et se réalise notamment en lien avec les travaux de la CPNE, la Commission paritaire nationale de l'emploi. Voilà sur l'obligation rapidement de négociation sur la gestion des compétences. Quand on va un petit peu plus loin sur la négociation sur la formation professionnelle et l'apprentissage, ce qu'il faut retenir dans le Code du travail, bien évidemment, c'est que finalement il y a trois piliers de cette négociation qui sont les priorités, les objectifs et les moyens. Priorité, objectif, moyen, c'est vraiment les éléments phares de cette négociation. Ça donne la mesure du fait que finalement la branche va impulser une direction, elle fixe des priorités. Alors bien évidemment, l'entreprise possiblement va pouvoir décliner ses priorités dans le cadre de ses outils, qui sont le programme pluriannuel de formation, que sont sa politique formation, son investissement formation. Mais la branche va fixer des priorités en matière de formation professionnelle, va fixer des objectifs et des moyens. Alors des moyens, ça veut dire, souvent ça fait quand même référence derrière aux moyens financiers, puisqu'effectivement après il faudra négocier avec le gestionnaire de la formation qui est l'OPCA. Alors, cette négociation, le Code du travail nous la décline. Là, on ne va évoquer que les nouveautés qui ont été introduites post-loi 2014. Bon, l'égal accès de la formation aux salariés, c'est un grand principe en formation. Les abondements supplémentaires sur le compte personnel formation. La VAE,
qui est un sujet qui prend de l'ampleur avec la loi 2016, puisque comme vous le savez, elle a été un petit peu réformée, permettant un meilleur accès à la VAE. Il ne faut plus 3 ans, mais 1 an pour pouvoir y accéder. L'accès aux certifications et le développement du tutorat. Voilà sur la négociation obligatoire vue par le Code du travail au niveau d'une branche. Troisième point, pour bien comprendre le périmètre de la branche, c'est la question de l'articulation des normes. Et ça, c'est le sujet qui a fait tant débat dans le cadre de la loi 2016. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en matière, finalement, de formation professionnelle, on est dans l'exception. La loi travail a introduit la possibilité à l'entreprise de pouvoir faire différemment de l'accord de branche. C'est ce qu'on appelait dans notre jargon le principe du plus favorable. Pour autant, la branche conserve ce qu'on appelle le sanctuaire, c'est-à-dire des thèmes qui sont des thèmes obligatoires de négociation, bien évidemment, mais sur lesquels l'entreprise ne pourra faire que dans un sens du plus favorable. Ces thèmes sont bien évidemment les salaires, les classifications, le panier de soins, pour faire simple, la prévoyance complémentaire et la mutuelle complémentaire, qui sont des sujets qui ont été largement remaniés par la loi 2016, sécurisation de l'emploi. Un petit thème nouveau qui est la prévention de la pénibilité qui vient d'être introduit par la loi nouvelle, l'égalité professionnelle et enfin, on retrouve notre thème de la formation professionnelle. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que autant sur d'autres segments de négociation, par exemple, notamment sur le temps de travail, l'entreprise pourra faire totalement différemment de ce qu'a prévu l'accord de branche, autant en matière de formation professionnelle, eh bien, c'est la branche qui prime et l'entreprise ne pourra qu'améliorer le dispositif qui va être prévu par la branche. Si on devait faire une petite segmentation, je dirais, en application de la loi nouvelle du Code du travail, on peut estimer que, en fait, il y a 4 domaines du Code du travail. Le Code du travail, il est réparti en 4 éléments. Le premier, ce qu'on appelle le sanctuaire de la branche, qui rassemble ces 6 piliers et sur lequel l'entreprise ne pourra pas déroger. Le deuxième, dont on a beaucoup parlé, c'est tous les sujets liés au temps de travail, aux congés, aux jours de solidarité, aux horaires individualisés, où là, l'entreprise peut prendre la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut faire totalement différemment, adapter ce qu'a prévu l'accord de branche. Enfin, il y a une nouvelle négociation qui vient d'être introduite, qui s'appelle l'ordre public conventionnel, et qui est obligatoire, et qui demande à ce que les branches ouvrent une négociation pour définir, en plus de ces 6 thèmes incontournables, ce qu'elles entendent être comme indérogeable. Alors bien évidemment, cette nouvelle négociation sur ce qu'on appelle l'ordre public conventionnel n'a pas été encore, à ma connaissance, introduite. Maintenant, ça va permettre de renforcer finalement la zone du sanctuaire de la branche, ce qui veut dire que ça va renforcer l'homogénéisation sur une profession et sur une convention collective, sur des domaines qui vont aller au-delà de la formation, au-delà des salaires, au-delà des classifications. Et ce qu'on appelle le ni-ni, c'est finalement tous les sujets du Code du travail qui ne sont ni visés par le principe de primauté de l'accord d'entreprise au niveau du temps de travail, ni le sanctuaire de la branche, je dirais, et ni l'ordre public conventionnel, ce qui veut dire que sur cette zone intermédiaire, on retrouve les principes anciens qui sont du plus favorable. Enfin, dernière étape de mon petit périple autour de cette notion de branche, quels sont les négociateurs de la branche? Alors bien évidemment, de façon simple, ce sont les organisations syndicales représentatives et les organisations syndicales et patronales représentatives. Ce concept de la représentativité, il est récent. Hein. Il y a 10 ans, on parlait d'organisation syndicale tout court, organisation professionnelle. Si on devait définir la notion de représentativité en simple, ça serait, je dirais, être capable de représenter d'autres que soi et de façon légitime. Ce qu'il faut juste retenir sur les négociateurs de la branche, c'est que ce concept nouveau qui a été introduit il y a maintenant 4 ans, ça change considérablement l'ordre de la représentativité, puisque antérieurement,
il suffisait d'être affilié au niveau national interprofessionnel à l'une des grandes centrales syndicales ou à l'un des grands patronats pour qu'au niveau de la branche ou l'entreprise, on soit légitime à négocier. Donc maintenant, ce n'est plus une représentativité descendante mais ascendante. Que cette pesée au niveau des branches pour permettre cette négociation et pour être légitime à la négociation, elle se fait tous les 4 ans. La première pesée au niveau de la représentativité patronale va être donnée, les résultats seront donnés à peu près en mai-juin, hein, si je ne me trompe. Et les critères de la représentativité qui sont assez nombreux, indépendance, transparence financière, respect des valeurs républicaines, dont certains sont issus d'ailleurs de la jurisprudence en ce qui concerne les organisations syndicales, sachant que le point central de cette représentativité, c'est ce qu'on appelle l'élection ou l'audience. L'élection pour les organisations syndicales, c'est-à-dire qu'on additionne finalement les résultats des élections dans les entreprises pour les agréger au niveau d'une branche pour vérifier si ce seuil de 8% est atteint. Et au niveau de l'organisation patronale, c'est l'audience. Donc, audience considérée comme le nombre d'entreprises, bien évidemment, avec une pondération salariale qui permet de justifier à ce qu'un acteur de branche puisse légitimement négocier sur les sujets. Je vais aller très vite sur les missions des branches, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la question, puisque ça, c'est un élément très nouveau, issu de la loi nouvelle. Et c'est là qu'on peut voir que le sujet de la négociation est phare, puisque la branche a une mission légalement définie, ce qu'elle n'avait pas. Elle avait des obligations de négociation, comme on l'a vu. La mission numéro 1, c'est définir par la négociation les garanties sociales applicables aux salariés. Bon, ça n'étonne personne. Mission numéro 2, définir par la négociation l'ordre public conventionnel que je viens d'évoquer, hein, qui est une négociation obligatoire qui va s'engager dans les prochains mois pour étendre cette zone du sanctuaire. Mission numéro 3, réguler la concurrence. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement la branche a un rôle social, mais pas que, parce que la régulation de la concurrence est un sujet, je vais dire, d'ordre un petit peu économique. D'ailleurs, c'est une mission sur laquelle on peut largement s'interroger au regard du principe de la libre concurrence en France. Enfin, les instances du dialogue social, qui sont très rapidement, s'il y avait 2 instances du dialogue social au niveau de la branche, ce sont celles-ci, une commission permanente de négociation, d'une part, soutenue par un observatoire paritaire de la négociation et qui va récupérer l'ensemble des accords des entreprises, notamment sur le temps de travail, d'accord ? Et puis la fameuse commission paritaire de l'emploi, que vous connaissez certainement tous, soutenue par l'observatoire prospectif des métiers des qualifications. Voilà. Très rapidement, quelles sont les missions des branches depuis 2014? Alors on s'est attaché à regarder un tout petit peu quand même ce que nous disait l'ANI, puisqu'effectivement on a une tradition en matière de formation, c'est qu'avant chaque loi, on a un accord national interprofessionnel, et on se rend compte quand on regarde un petit peu l'accord national interprofessionnel de décembre 2013, que finalement cet accord va un petit peu plus loin que la loi, donc il nous paraissait important de le souligner. La création d'un observatoire, ça, pas trop de difficultés. Élément plus intéressant, la conduite d'une politique de certification, ce qui n'est pas forcément beaucoup mis en valeur dans le cadre légal. Une conduite également de l'amélioration de la qualité. Donc l'accord national interpro donnait aussi pour thème la question de la qualité à la branche, hein, alors qu'on le sait très bien, vous le savez très bien, le décret du 30 juin, c'est un sujet qui intéresse les financeurs publics ou paritaires, pas nécessairement les branches. Bien évidemment, la négociation sur l'abondement du CPF. Bien évidemment, la fameuse liste de branches des certifications éligibles, hein, qui est un élément central pour permettre le développement de ce nouvel outil qui a été introduit par la loi 2014. Le développement d'une offre de formation, et notamment en direction des TPE, puisqu'en fait cette loi 2014 n'est que la suite de la loi 2009, où l'objectif était bien sûr de recentrer la formation sur les plus petites entreprises. Enfin, bien évidemment, soutenir les TPE dans le cadre de leur plan de formation. La loi maintenant. La loi, et là on n'a pris que les points topiques nouveaux, hein, en dehors de la négociation, formation professionnelle, apprentissage et gestion des prévisionnels des compétences que je viens d'évoquer antérieurement. Les points nouveaux de la loi 2014,
L'abondement, ça on le retrouvait déjà dans l'ANI. La liste, bien évidemment. Également les éléments qui ont été introduits, qui sont la VAE et le socle, permettre à ce qu'effectivement il y ait une possibilité de ne pas demander l'accord de l'employeur en ce qui concerne le socle et la VAE. Point important qui a été introduit par la loi, la création pour la première fois, la reconnaissance légale du CQPI, donc Certificat de qualification interprofessionnelle interbranche. Et enfin, ce sujet qui est passé inaperçu, qui est finalement la capacité par accord de branche, et seulement par accord de branche, et c'est ça qu'il faut retenir, si c'est prévu dans l'accord, d'augmenter, de faire prendre en charge par l'OPCA les coûts de formation lorsque l'entreprise est en difficulté économique. Donc ça, c'est un élément qui est passé un petit peu inaperçu. Si on fait la synthèse très rapidement finalement de toute la capacité de la branche en matière de formation professionnelle, et c'est vraiment une synthèse, hein, j'ai été au plus vite, je dirais qu'il y a une partie outil, qui est l'observatoire, il y a une partie institution, qui est la CPNE, et qui va avoir pour rôle de négocier sur le contrat de génération, négocier sur la formation professionnelle, négocier sur l'apprentissage, négocier sur la GPEC, bien évidemment. Ensuite, bien évidemment, et on est dans une matière qui est assez atypique, puisqu'il y a des outils, l'outil principal qui est l'OPCA. Alors je le souligne, le Code du travail n'oblige pas la branche à désigner un OPCA. Hein. Vous ne trouverez aucun article dans le Code du travail qui oblige la branche à désigner un OPCA. C'est d'ailleurs pour ça que 2 OPCA sont interprofessionnels. Enfin, le socle et le CLEA, effectivement, puisque les CPNE sont par délégation chargés de leur déploiement. Vous avez même des branches qui ont contextualisé le CLEA et pour le mettre en valeur. Et enfin, la création des CQP, du CQPI. On voit bien, et là c'est très très synthétique, que le rôle de la branche en matière de formation est extrêmement important, sachant, je le rappelle, qu'effectivement, en matière de formation, eh bien, il n'y a pas de possibilité pour l'entreprise d'y déroger. Dernier petit point, je suis presque à l'heure. Les éléments de la loi du 8 août. Quelques éléments de la loi du 8 août en matière de formation. Les forfaits de prise en charge et la notion de parcours, ce qui va complètement modifier véritablement toute la politique formation des entreprises et qui peut aussi influer sur les OPCA, bien évidemment, qu'il faut mettre en parallèle avec la notion de temps de travail qui, par cette même loi, est à la main. Quand je parle de temps de travail, je parle d'organisation du temps de travail, des salariés qui vont se former par la suite, qui est à la main de l'entreprise et qui n'est plus à la main nécessairement de la branche. Deuxième élément central de cette loi qui impacte fortement, possiblement, la question de la formation au niveau de la branche, c'est cette fameuse base de données nationale dans laquelle vont être versés l'ensemble des accords, notamment de branche, sauf à ce que la branche souhaite un petit peu anonymiser. Troisième élément phare dont tout le monde a parlé, c'est effectivement le CPF avec ce surabondement pour des publics peu qualifiés. Et puis cinquième élément qui n'est pas lié à la loi nouvelle, mais qui quand même a une actualité importante puisqu'on est à quelques jours de sa mise en application, c'est ce fameux décret qualité qui rentre en vigueur au 1er janvier prochain, qui entre en vigueur. Ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier, l'organisme qui n'a pas de label ne pourra plus exercer, mais qui se met en place à partir de janvier 2017. J'espère que vous aurez retenu que en matière de formation, on est sur le principe du sanctuaire, que l'entreprise doit s'approprier les dispositions de branche puisqu'elles s'imposent à elle, qu'il y a énormément d'outils, d'obligations sur la question de la formation au niveau de la branche, et donc, dans une certaine mesure, la branche est un petit peu le paquebot en matière de formation sur ces questions-là.